Et donc, je remercie infiniment Sylvain, qui est membre du PhilHab, un des partenaires de PSSP, et professeur à l'Université du Québec à Montréal, d'avoir accepté de venir présenter ce travail avec Anne Monnier, que vous connaissez sans doute. Anne Monnier, qui est une chercheuse qui a travaillé avec PSSP pendant plusieurs années et qui est aujourd'hui rattachée à la chaire philanthropie de l'ESSEC. Et pour ouvrir la discussion et faire ressortir un certain nombre de réflexions, d'enjeux dans un contexte évidemment tout à fait particulier pour à la fois un contexte de développement du secteur de la philanthropie depuis plusieurs années dans notre pays, et aussi évidemment, puisqu'on parle de politique et de démocratie, un contexte préélectoral, même si nous n'aurons pas d'enjeux évidemment politiques et partisans à l'ordre du jour de nos débats. Nous avons invité, et nous sommes là aussi très heureux de l'accueillir, et je le remercie très très vivement pour sa présence, Marc-Olivier Padis. Marc-Olivier Padis qui a été rédacteur en chef et directeur de la revue très importante dans le débat public français, la revue Esprit, et qui est aujourd'hui directeur des études de la Fondation Terra Nova. La Fondation Terra Nova, c'est ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire d'idées. Marc-Olivier me corrigera si la présentation n'est pas la bonne, dont vous suivez sans doute régulièrement les publications et les travaux dans les médias ou sur leur site. Cet organisme s'est intéressé depuis plusieurs mois à la question, oui merci Suzanne qui met le lien vers le très riche site, je signale d'ailleurs pour avoir pu le consulter, c'est une très brève digression, la très très grande richesse des développements de ce site, notamment sur des questions de transition écologique, mais évidemment pas seulement. Et donc Marc-Olivier Padis, en tant que directeur des études de Terra Nova, a ouvert depuis plusieurs mois une réflexion sur la question de la philanthropie. Et donc c'est vraiment à double titre d'intellectuels généralistes dans la société française, depuis Esprit jusqu'à Terra Nova, et puis aussi d'intellectuels ayant une connaissance très précise des enjeux du monde des associations, et puis aujourd'hui du monde de la philanthropie, eh bien, d'ouvrir une discussion avec les constats et les analyses de Sylvain Lefebvre et d'Anne Monnier. Donc, un grand merci à tous les deux pour avoir accepté de participer à ce débat. Je vois qu'il y a de nombreux participants qui sont déjà arrivés. Donc, sans transition, après juste avoir rappelé que si cela ne pose de problème à personne, la discussion va être enregistrée pour pouvoir être rediffusée après sur Internet et être libre accès, donc pouvoir être consultée en intégralité par chacune et chacun. Eh bien, après avoir fait cette précision et vous avoir de nouveau remercié, je donne la parole à Sylvain Lefebvre, donc membre du PhilHab et professeur à l'UQAM, pour nous présenter en 25 minutes à peu près les enjeux, les thèses principales de cet ouvrage Philanthropes en démocratie. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci beaucoup, Sylvain. La parole est à toi. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Anne Cornillo, aussi pour l'invitation, Rémi pour l'organisation. Je suis très content d'être avec vous à distance et en décalage horaire, mais très heureux d'être avec vous pour présenter ce livre. Je suis content aussi que Marc-Olivier Padis le discute. J'avais lu avec grand intérêt Les multinationales du cœur, qui était aussi un ouvrage petit en épaisseur, mais dense en réflexion. Et je l'avais lu quand je faisais ma thèse quand j'étais jeune, avec un grand intérêt. Et donc, je suis bien content de vous présenter ce livre aujourd'hui. C'est moi qui parle, mais il y a beaucoup de voix qui s'expriment dans ce livre collectif. Nicolas l'a dit, on l'a coordonné à deux avec Anne Monnier, et je vois qu'elle est là, donc je la salue avec grand plaisir, et elle pourra aussi répondre sans doute à vos questions, à se mêler à la discussion, et il y a quelques auteurs aussi du livre qui seront peut-être là aujourd'hui. Donc, c'est un livre qui est paru l'an passé. Alors, attendez que je vous mette ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ouais. Donc, qui est paru l'an passé. Pour vous mettre un petit peu, partir du contexte, quelque part, du moment où il est sorti, où on l'a écrit aussi, on l'a coordonné.
deux fils un petit peu à tirer. Sur ma droite, alors ça, c'est une infographie qu'a fait l'équivalent du CNRS québécois, le Fonds de recherche du Québec, démêler le vrai du faux de Bill Gates et les complots par rapport à toutes les rumeurs autour de Bill Gates et la pandémie, l'engagement de la fondation et de Bill Gates est devenu un sujet d'intérêt public aussi pour les fact-checkers québécois, comme on ne dirait surtout pas au Québec. Fondation Gates, Bill Gates, intéressant dans le débat, vous le savez, Bill Gates, vous le savez sans doute, hein, homme d'affaires très connu, qui dirige la fondation qu'il a contribué à créer avec sa femme, la fondation aujourd'hui la plus importante à l'échelle internationale par son capital, premier contributeur privé à l'OMS, 200 millions sur 2018-2019, et dès le début de la pandémie, très rapidement, qui s'engage à travers sa fondation dès le printemps 2020, 250 millions contre la pandémie, dont 100 millions pour l'Afrique. Et on était intéressé avec Anne d'entendre les arguments qui s'échangeaient autour de cet engagement d'une fondation et, au-delà de la fondation, d'un individu, parce que c'est très personnalisé, par rapport à la pandémie dans laquelle nous sommes encore. D'un côté, la reconnaissance de sa contribution financière, mais au-delà de ça, de son engagement personnel, parce qu'on le voit beaucoup s'engager dans des débats, rencontrer des chefs d'État, la compétence accumulée par la fondation, par le financement d'une expertise médicale, le fait que, quelque part, il avait parlé depuis plusieurs années du danger d'une pandémie, de l'importance d'une coopération internationale pour la vaccination et contre la pandémie. Bon. Et de l'autre, un déchaînement de critiques jusqu'à être l'objet vraiment d'une frénésie complotiste. Si vous vous amusez à taper Bill Gates et complot sur Internet, vous en avez pour quelques années à tout lire. Avec vraiment la thématique de la critique d'un pouvoir de l'ombre caché. Un journal américain, un média américain avait remarqué que Bill Gates avait remplacé George Soros en fait comme acteur central d'un certain nombre de thèses complotistes. George Soros, un autre philanthrope très connu, engagé tant en Europe qu'aux États-Unis. Alors George Soros ayant en plus droit au vocable antisémite, avec la main de l'étranger qui tire les ficelles, du pouvoir apatride, de l'ennemi de l'intérieur, dans les critiques d'extrême droite. Bon. Au-delà de ce côté complotiste et de ce qui va avec, des questions quand même qui émergent plus fondamentalement sur la légitimité d'un individu ou d'une organisation comme une fondation privée à prendre des décisions pour des centaines de millions de personnes qui engagent la santé de centaines de millions de personnes sans mécanisme de reddition de comptes, sans mandat défini, au fond, sans ancrage démocratique clair, sans pacte tacite entre la fondation, l'État, la société. Un autre point de départ de la réflexion, en tout cas au moment où on écrivait le livre, c'était ce qui s'est passé avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Un contexte à ce moment-là en France de mobilisation des Gilets jaunes, vous vous en souvenez, de grandes discussions sur la capacité à avoir des ressources collectives pour faire face à la précarité, à des difficultés sociales, et des débats fiscaux aussi. Et là, en quelques heures, en quelques jours, 850 millions en dons promis pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, avec des montants très importants, et j'allais dire des montants très ciblés, donc 200 millions par la famille Arnault, 100 millions par Kering-Pinot, 200 millions par la famille Bettencourt et L'Oréal. Et dans ce débat, on entendait aussi la question des arbitrages fiscaux. Donc, il y avait la thématique de, au fond, ces ressources dont on nous dit qu'elles sont si difficiles à mobiliser pour répondre à des problèmes collectifs tout d'un coup tout d'un coup des ressources qui se mobilisent, et la question des arbitrages fiscaux qui apparaît, qui a quelques années apparaissait comme très technique, qui était peu mobilisé dans les débats politiques, mais de plus en plus qu'il l'est. Et il se trouve que j'étais en France à ce moment-là et que j'étais en voiture et j'ai entendu à la radio Monsieur Ayagon, donc aujourd'hui, au moment où il est intervenu, directeur général de la collection Pinot, à la radio, proposer de décréter Notre-Dame comme trésor national pour bénéficier de la déduction d'impôt de 90% pour les dons prévus par la loi sur le mécénat, dite loi Ayagon, qu'il avait mis en place lui-même en 2003. Et là, c'est intéressant parce que
On voit évidemment le chassé-croisé public-privé par-delà des frontières très étanches qu'on imagine parfois entre le monde de la philanthropie, l'État. Bon, là, on saisit bien qu'il y a des relations à comprendre, à saisir qui sont beaucoup plus denses que cela. Et se pose aussi la question évidemment de la contribution de l'argent public dans les dons, hein, sur un don. Alors, au Québec, c'est environ, enfin, au Canada, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 2 échelons provinciaux, fédéraux, mais c'est environ 50% de contribution publique sur un don privé. En France, c'est 66% pour les particuliers. Voilà, et la question de s'il y a plus de 50% d'argent public sur un don, on entend certains amener à parler de la philanthropie non plus comme la définition qu'on donne souvent, le don de ressources privées pour résoudre des problèmes publics, mais comme un financement public d'initiatives privées liées à des causes d'intérêt pourtant général. Et donc, dans la contribution publique, dans le don, tout d'un coup, on retourne la définition de la philanthropie. À minima, se pose la question, évidemment, de si c'est un investissement collectif, si on contribue tous via l'outil fiscal dans le don, quelle est la reddition de comptes qui se pose dès lors que se détricote la dimension de l'arbitraire de la charité privée. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans ce livre, c'est les 2 fils que je tire au début, vous l'avez compris, c'est les enjeux structurels de la philanthropie. Donc, ce n'est pas du tout l'approche de l'inclinaison morale propre à un individu qui s'exprime dans le don, ni même la stratégie d'une organisation, d'une fondation. C'est vraiment les débats qui nous touchent toutes et tous à différents titres, comme enjeu démocratique et collectif. Et il y a 3 manières, au fond, d'articuler philanthropie et démocratie. D'abord, la relation entre les fondations et l'État. Deuxièmement, l'action de la légitimité. Deuxièmement, l'action de la démocratisation des pratiques philanthropiques, qui est un sujet sur lequel j'ai moi aussi davantage travaillé peut-être. Il y a des formes de philanthropie différentes. Donc, par exemple, qui décide? Est-ce que c'est celui qui apporte le capital? Qui décide où va l'argent? Celui qui apporte le capital. Est-ce que ce sont des experts qui sont mandatés par la fondation? Est-ce que c'est un comité représentatif des milieux financiers qui décide où va l'argent? Donc, cette question de comment se fait la philanthropie et les formes de démocratisation du pouvoir qui peuvent se jouer dans les organisations philanthropiques. Et une troisième manière d'articuler ces 2 termes, philanthropie et démocratie, c'est la grande question de la légitimité démocratique pour dans la philanthropie, et notamment pour les grands philanthropes dont parle davantage ce livre. Donc, philanthropie à la fois la plus visible, les plus grands montants, même si, on va le voir, ça n'est pas du tout la seule forme de philanthropie qui existe. Donc, ce livre, il est surtout sur le point 1 et 3 que je note ici. Et en même temps, ce livre passe à travers aussi un certain nombre d'enjeux, des relations de la philanthropie aux enjeux aujourd'hui d'inégalité, d'urgence climatique, de transformation du capitalisme. Et oui, on peut distinguer 3 manières d'articuler philanthropie et démocratie, comme je le fais du point de vue analytique, mais dans la plupart des cas, les 3 dimensions sont étroitement entremêlées, comme dans les 2 cas que je vous ai indiqués au début. Alors, ce livre, il part de l'invitation, et je le remercie, de Nicolas Duvaux, adressé à moi-même et Anne Monnier, de faire un livre dans la collection Vie des idées, qui est un format particulier. Moi, j'ai accepté avec plaisir parce que ce sont des livres que je lis avec plaisir. La Vie des idées, ce sont des livres courts, pas chers. Livre entre le livre un peu d'intervention, mais en même temps un livre qui s'appuie sur les derniers développements des sciences sociales, le plus souvent sur un sujet. Et donc avec Anne, on a fait un travail de sélection de chapitres, de textes courts, là aussi, et plutôt que d'avoir un point de vue exhaustif sur la question, de faire des carottages, de rentrer sur certaines problématiques à certains endroits. Et donc, l'introduction est plus globale, puis après, vous avez des chapitres qui sont vraiment beaucoup plus spécifiques. Un des plaisirs dans ces livres-là, pour lesquels j'aime beaucoup, moi, c'est la bibliographie commentée. Donc, chacun de ces livres fait le tour un petit peu du sujet en présentant des ouvrages références, ou alors des fois, ça peut être des articles récents, mais particulièrement intéressants pour les auteurs. Et les auteurs disent pourquoi est-ce que, en 1 ou 2 phrases, pourquoi est-ce que chacune des références est intéressante et à quel titre. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Anne à faire la bibliographie commentée.
Une collaboration avec Anne Monnier, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais ça a été très facile, outre la facilité avec laquelle il est de travailler avec Anne en général, pour tous ceux qui ont le plaisir de collaborer avec elle. Mais en plus, on vient tous les deux même champ disciplinaire de sociologie et de sciences politiques. On a travaillé sur la philanthropie à la fois en France et en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Elle est aux États-Unis, moi au Canada. On a travaillé tous les deux à la fois sur des donateurs individuels et sur des organisations philanthropiques, des associations de donateurs, par exemple, des fondations. Donc, il y a ces deux dimensions-là qui nous intéressent. Et puis, tous les deux, j'allais dire, on a fait beaucoup de terrain dans le monde philanthropique, des entrevues, des observations directes. On a passé beaucoup de temps dans ce monde-là, donc on a une connaissance aussi des acteurs, une attention aussi au discours des acteurs. Et donc, voilà, sans doute, ça teinte la manière dont nous avons approché cette question de philanthropie et démocratie. Et puis, nous avons tous les deux un intérêt pour les enjeux, j'allais dire, de frontières publiques-privées qui se jouent à travers la philanthropie. Dans ce livre, donc, une introduction signée par Anne et moi, et ensuite 4 textes dont je vais vous dire, je vais vous donner juste quelques éléments, mon but étant davantage de vous donner envie de lire ce livre et ses différents chapitres que de vous faire un tour exhaustif des thématiques qu'il développe. On commence avec un texte de Nagisa Mitsushima, Nagisa à la fois est en sciences politiques et aussi historienne. Et dans son texte, elle s'intéresse à un contexte très particulier qui est en France le début du 19e siècle, au moment du suffrage censitaire. Donc, suffrage censitaire, on est avant l'avènement du suffrage universel, et les règles du jeu pour accéder au pouvoir changent tout d'un coup. Et elle va s'intéresser à la carrière individuelle, à la carrière philanthropique de 320 personnes, de 320 philanthropes. Elle reconstitue un petit peu leurs actions, leur positionnement, qui ils sont, ce qu'ils font, et comment ils se heurtent au suffrage censitaire. Ce qui est intéressant, c'est que pour ces gens sur lesquels elle travaille, l'ordre électoral est un problème. Est un problème parce qu'il les minore, en fait, il les met de côté. Soit ils ont perdu du pouvoir parce qu'avant, c'était des aristocrates qui étaient les seuls à avoir accès à ce pouvoir et tout d'un coup, ils voient de nouveaux entrants, soit parce que c'est des gens qui sont très engagés et en même temps qui n'ont pas assez d'argent pour payer pour pouvoir à la fois compétitionner et être dans l'arène électorale du suffrage censitaire. Donc, c'est des gens pour lesquels l'ordre électoral pose problème et quelque part qui vont s'engager en politique par la philanthropie. Et non pas la philanthropie comme un pis-aller, mais au contraire comme c'est la vraie politique. Alors que la politique comme compétition électorale est vue comme un dévoiement, une lutte des places, promouvant les médiocres, attisant les oppositions entre les gens, au lieu de promouvoir la recherche de la meilleure solution et du consensus, eh bien, l'engagement philanthropique est la vraie politique, la manière de résoudre des problèmes concrètement. Et ils le font par la mobilisation beaucoup de la science, d'associations savantes, de l'engagement, alors par exemple par rapport à un certain nombre d'enjeux publics, les prisons, les orphelinats, les enjeux de santé. Et donc, c'est passionnant parce qu'elle nous montre comment la philanthropie peut être conçue comme une scène politique en soi, et pas comme une scène secondaire, mais en ayant un fonctionnement en soi intéressant et pour être vécu comme la vraie politique. Et alors, il y a des profils différents, elle distingue 3 types de profils dans ces philanthropes, entre la philanthropie éclairée, industrieuse et désargentée. Je ne rentre pas dans les détails, mais ils vont se rejoindre à un moment en essayant de faire un parti politique, le parti philanthropique. Donc, avoir un parti sur la scène électorale qui viendrait de parti philanthropique et de promouvoir l'apolitisme militant. Donc, la recherche de la meilleure solution par la compétence, par la capacité, plutôt que la compétition pour éliminer les uns et promouvoir et avancer dans les places électorales. Bon, ça va être une parenthèse parce que l'avènement du suffrage universel va balayer complètement cette tentative, mais il y a quelque chose qui va rester, c'est
et qu'on retrouve encore parfois aujourd'hui dans certains positionnements philanthropiques, c'est cette idée de la capacité contre l'élection. Donc, c'est le fait d'avoir des capacités, d'être capable, d'avoir des compétences, d'avoir une expertise qui donne une légitimité plus forte que le fait d'être élu. Et à la limite, même l'élection peut être vue comme, comme une forme de politique dégradée par rapport au vrai engagement qu'est la philanthropie. Alors oui, il y a des choses qui appartiennent à vraiment cette époque-là qu'elle étudie, et en même temps, il y a des éléments qu'on peut encore garder en tête aujourd'hui. Deuxièmement, un deuxième chapitre, c'est un débat entre des spécialistes, quatre grands spécialistes francophones, même si deux ont beaucoup travaillé aux États-Unis, Nicolas Guillot et Olivier Zins, mais quatre grands chercheurs francophones sur la philanthropie, qui s'intéressent aux pratiques du don à la philanthropie en France et aux États-Unis. D'abord, je voudrais dire que c'est intéressant parce que c'est un débat qui fait éclater les oppositions faciles entre la France et les États-Unis, l'espèce de dichotomie culturaliste que l'on fait souvent entre d'un côté la France, l'État, contre la philanthropie, de l'autre les États-Unis, la philanthropie contre l'État. Bon, là, ça éclate complètement cette dichotomie. Et au contraire, ils permettent de saisir comment est-ce que d'abord, il y a une très grande diversité des formes philanthropiques. Olivier Zins qui insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une philanthropie d'élite, il y a aussi une philanthropie, ce qu'on appelle une philanthropie de masse, très importante aux États-Unis, de petits donateurs, mais qui représentent l'essentiel des sommes qui sont données et qui vont à des causes très différentes de celles qui sont portées par les grandes fondations. Donc, il y a des formes de philanthropie très différentes, des formes organisationnelles très différentes. Selon les époques historiques, des rôles de la philanthropie et des fondations complètement différents, et ça c'est vrai aux États-Unis comme en France. Et au fond, plutôt que des grandes catégories culturalistes, ce qui nous permet de comprendre le rôle de la philanthropie, c'est souvent en fait l'évolution du capitalisme et de l'État. C'est-à-dire que l'évolution du capitalisme en France comme aux États-Unis a un impact important sur les formes de la philanthropie. D'abord parce que ce que soient les foyers d'accumulation, donc les secteurs dans lesquels des fortunes s'accumulent, les formes de légitimation morale du capitalisme à un moment ou l'autre, ce qui fait les frontières du marché et du hors-marché, ce qui relève de la commercialisation et de la marchandisation, ce qui relève au contraire du hors-marché, mais aussi même les types de capitalisme, c'est-à-dire qu'on pourrait faire l'hypothèse que entre le capitalisme fordiste, paternaliste et le capitalisme financiarisé des startups, ça produit des types de philanthropie très différents, parce que ça produit des formes organisationnelles de la philanthropie différentes, des discours de légitimation du capitalisme différents, des types d'entrepreneurs différents. Bon. Donc l'évolution du capitalisme a un impact sur les formes de philanthropie, mais évidemment aussi la forme de l'État et le rôle que l'État donne à la philanthropie, qui évolue énormément selon les périodes, selon les configurations. Donc le rôle que l'État donne à la philanthropie par l'outil fiscal, par le périmètre légal de ce que c'est que l'intérêt général. Par exemple, nous, au Canada, c'est ce qu'on appelle la bienfaisance. Donc, ce qui donne le privilège fiscal, c'est pour les organismes le fait qu'ils remplissent des missions de bienfaisance. Donc, comment on définit la bienfaisance? Ça évolue dans l'histoire, puis il y a un tas de débats. En France, l'intérêt général. Bon. Donc, le périmètre dessiné par l'État, le terrain de jeu de la philanthropie, évolue dans le temps. La manière dont l'État enrôle, instrumentalise parfois aussi le monde philanthropique, lui donne des mandats, tout ça évolue fortement. Et donc, à la lecture de ce débat, on saisit très bien un certain nombre d'incarnations historiques très différentes qui font éclater ces approches culturalistes, essentialistes et intemporelles qui opposeraient modèle français et modèle états-unien. Évidemment, il y a des différences importantes qu'ils reconnaissent, mais au fond, cette manière de faire une grande catégorie en deux nous masque plus d'éléments de compréhension qu'elle ne nous en apporte sans doute. Donc, je vous invite vraiment à lire aussi ce débat-là pour faire éclater ce discours un peu court-circuit explicatif qu'on utilise fréquemment. Troisièmement, un texte de Peter Hegel sur Bill Gates et George Soros, dont je vous parlais au début, qui ont comme spécificité d'être les principaux acteurs philanthropiques de la politique mondiale, c'est-à-dire qu'ils sont engagés spécifiquement sur des causes mondiales. Donc, oui, parfois dans des États, mais très souvent, c'est des causes qui débordent les frontières nationales et étatiques, et ils s'appuient fréquemment sur des institutions
internationale ou transnationale. Je parlais de l'appui de Bill Gates à l'OMS. Il y a un très bon article d'Oriane Caligaro sur George Soros, par exemple, et son lien aux institutions de sa fondation, l'Open Society, avec les institutions de l'Union européenne. Donc, ils sont dans la sphère souvent transnationale et ils ont une forme de pouvoir politique très particulier que ce chapitre nous met bien en exergue. La flexibilité de leurs interventions, le fait de ne pas être obligés d'intervenir, de choisir leur cause. Ils peuvent s'engager sur une cause, tout d'un coup s'en rétracter. Ils agissent souvent par des jeux d'acupuncture financière, c'est-à-dire d'appuyer à un moment, de miser sur un acteur particulier, un chercheur, une université, une institution, mais ils appuient à cet endroit-là pour faire basculer un ensemble. Et ils peuvent après s'en retirer. Donc il y a tout un jeu comme ça d'intervention très spécifique lié au fait, voilà, de l'arbitraire. Je disais le mot arbitraire au début, c'est à la fois la beauté et la dimension terrifiante de la philanthropie. L'arbitraire, c'est parce que c'est leur libre arbitre, personne ne les oblige, donc une forme de liberté, et en même temps, voilà, ils peuvent être là, se retirer, et en même temps toujours être en distance par rapport au champ politique, ne jamais être enrôlé dans un camp particulier, ne pas vouloir être identifié à ok, vous êtes pour un tel, contre un tel, par exemple au niveau des partis, donc toujours se tenir à distance des compétitions électorales, même s'ils y interviennent très fortement. Puis, il y a l'exemple de George Soros, notamment en Europe de l'Est, qui est expliqué dans le chapitre. Donc, la forme très spécifique de ces philanthropes milliardaires à l'échelle internationale. Et j'ajoute aussi que dans le monde très étrange dans lequel nous vivons, où certaines frontières publiques, privées, certains repères qu'on pouvait avoir vacillent, au moment où on écrivait le livre, les États-Unis de Donald Trump annonçaient se retirer du financement de l'OMS. Tout d'un coup, la Fondation Gates devenait le premier financeur de l'OMS, et dans une période où le multilatéralisme recule et où beaucoup de pays, au fond, misent beaucoup moins, soutiennent beaucoup moins des institutions publiques internationales, ce sont parfois des fondations qui font tenir des institutions publiques internationales. Donc, là aussi, il y a des chassés-croisés assez intéressants et qui ne correspondent pas au découpage qu'on peut avoir entre ça, c'est une privatisation de la politique, ou au contraire, miser sur les dimensions publiques. Quatrième, j'en ai oublié un, non des moindres, celui d'Edouard Morena, Les philanthropes aiment-ils la planète? Capitalisme, changement climatique et philanthropie. Ce quatrième chapitre, on l'a choisi notamment parce qu'il touche à une dimension qui a été longtemps, en tout cas dans les dernières années, moins présente pour les fondations. En fait, elle l'était beaucoup il y a un siècle. La question de l'environnement et de la nature a été très importante pour des grandes fondations il y a un siècle, beaucoup moins dans les dernières décennies, et elle revient aujourd'hui sur l'agenda des fondations de plusieurs manières. C'est la question des changements climatiques, de l'urgence environnementale. Et Edouard Morena s'intéresse, qui a écrit 2 ouvrages sur l'engagement des fondations par rapport à la cause climatique. Là, il revient sur l'engagement de fondations au World Planet Summit qui avait lieu à Paris en 2017. Et il nous donne à voir en fait l'évolution des fondations à la cause climatique depuis les années 80, où c'était davantage dans les années 80, j'allais dire des grandes fondations, ce qu'on appelle les fondations libérales aux États-Unis, donc pour le dire vite, plutôt à la fois centrale et plutôt libérale dans le sens centre-gauche. Donc, c'était beaucoup la fondation Rockefeller, Ford, qui s'intéressait aux enjeux climatiques dans les années 80 en soutenant la recherche sur les changements environnementaux, donc des financements à des ONG, des experts, des institutions multilatérales. Ils s'en sont dégagés dans les années 90 pour investir sur d'autres thématiques. Et aujourd'hui, les fondations qui misent beaucoup sur cette question climatique, ce sont plutôt des fondations proches de ce qu'on appelle le pôle philanthrocapitaliste. Donc, c'est-à-dire, justement, je parlais du capitalisme financiarisé, celui des startups, où le jeu, c'est davantage de miser sur les jeunes pousses, sur les organisations émergentes et les faire grandir en donnant du capital et de l'accompagnement. Bon, c'est valable dans le milieu des affaires, c'est valable dans certaines approches philanthropiques aussi. Et donc, ces fondations philanthrocapitalistes, aujourd'hui, c'est elles, beaucoup, qu'on retrouve sur la question climatique, et où là,
les solutions, ça va plus être financer la recherche ou des ONG ou des experts, ça va être financer plutôt des solutions de marché. Donc, promouvoir des mécanismes de marché, financer des entreprises porteuses de solutions technologiques, notamment pour tout ce qui est économie faible en carbone. Donc, voilà, ça n'est plus les mêmes fondations qui ne financent plus de la même manière et ne financent plus les mêmes acteurs, même si c'est sur la même cause, et ce n'est plus le même cadrage de la cause en même temps. Et c'est une faible contribution financière. En fait, c'est moins de 0,1% du financement de l'action climatique qui est lié à des fondations. Pourtant, aujourd'hui, les fondations jouent un rôle très important. Pourquoi? À la fois parce que les États s'engagent tellement à reculons que les fondations sont devenues incontournables, et elles jouent un rôle souvent de catalyseur, en fait, d'organiser des événements qui mettent autour de la table des gens du public, du privé, faire travailler des chercheurs. Donc, elles jouent un rôle. Ce n'est pas une contribution financière très forte, mais elles ont un rôle pivot dans ces écosystèmes en fait, de la recherche sur des solutions climatiques, et notamment technocentristes climatiques, où elles vont être très bien positionnées. Donc, ce petit tour, le but, c'est surtout de vous donner envie de le lire. Je vais vous donner trois... Le livre n'a pas de conclusion, donc là, je vous la donne, c'est le bonus d'avoir assisté à cette présentation. D'abord, c'est très important, c'est saisir la diversité et l'ambivalence des relations État-fondation. Donc, à la fois, il y a des fondations qui ont des positionnements très différents par rapport à l'État. Il y a des fondations qui conçoivent le sens et la légitimité de leur action en complément de l'État. Donc, par exemple, on va financer des expérimentations, des innovations sociales. Dans le domaine médical, on va être sur les maladies orphelines. Bref, on va financer quelque part à l'avant-garde des expérimentations. Et si ça fonctionne, l'État institutionnalisera plus tard. Donc, on est dans un rôle complémentaire. D'autres fondations se conçoivent plutôt en prolongement de l'État. Alors, ça peut être très institutionnalisé via, par exemple, quand des fondations ou d'associations assurent des délégations de services publics. Ils sont un prolongement d'une action étatique dont elles accomplissent un mandat. On a aussi des fondations qui se conçoivent en opposition ou en alternative à l'État, qui considèrent que l'État est un problème et que c'est l'alliance marché-société civile qui doit être l'alternative. Alors ça, c'est un positionnement qu'on peut trouver autant, j'allais dire, à droite dans une veine libertarienne. Aux États-Unis, on connaît des fondations qui sont vraiment sur un positionnement dans ce créneau-là. Par exemple, Jeff Bezos a un discours comme ça assez explicite, mais ça peut être aussi à gauche. Il y a un monde de la philanthropie plus lié aux mouvements sociaux aux États-Unis sur lequel moi j'ai travaillé, qui finance des mouvements sociaux et qui est extrêmement critique de l'État, qui lui voit comme reproducteur d'inégalités systémiques et qui est vraiment en distance à l'État. Et il ne se voit pas du tout comme ni en complément, ni en prolongement, mais vraiment en opposition à l'État. Alors, il y a des pays où ces clivages sont plus explicites, comme aux États-Unis, où on peut même avoir des associations de fondations, des regroupements de fondations liés à un positionnement particulier par rapport à l'État, où il y a des endroits où les clivages sont moins prononcés, je pense, comme c'est le cas en France. De l'autre côté, on a aussi des États qui donnent des places diverses aux fondations. On peut avoir des États qui conçoivent les fondations sous le mode de la sous-traitance, de la contractualisation, au contraire de partenariats formels. J'ai travaillé au Québec pendant une dizaine d'années des partenariats formels entre le gouvernement, une fondation qui créait des agences. La fondation mettait 250 millions sur la lutte à la pauvreté, l'État menait la même chose et on créait une agence qui administrait ces programmes, qui étaient co-gérés avec le même nombre de places gouvernement-fondation. Ce n'est pas du tout le même type de rapport. Bon. Donc, il y a des types de rapports différents de part et d'autre, il y a des conceptions différentes de ça. Parfois, ce sont les fondations qui refusent de prendre la place de l'État. Moi, je l'ai vu par exemple au Québec, où l'État voulait donner une place plus importante sur certains enjeux aux fondations, et c'est les fondations qui ont dit non, ça, c'est les prérogatives de l'État, et c'est des fondations qui rappellent l'État à l'ordre sur le fait de tenir son rôle sur un certain nombre d'enjeux. Donc, il faut bien voir qu'il y a tout un tas de positionnements qui peuvent être beaucoup plus nuancés que ce qu'on imagine, et que surtout, entre les deux, il y a des circulations et des multipositionnalités d'experts, d'élus, d'élites. Moi, je travaille en ce moment sur la fondation Mastercard, qui est la plus importante fondation au Canada, qui est une des 10 plus importantes fondations au monde. C'est un conseil d'administration où on retrouve des anciens présidents de plusieurs pays, des PDG de multinationales, une procureure d'un tribunal international, directeur d'université, des universités les plus prestigieuses au monde. Donc,
L'espace philanthropique, voilà, c'est aussi parfois un champ du pouvoir avec beaucoup d'hétéronomie, parce que c'est des gens qui sont dans différents champs, mais ça dessine un espace distinct, où ces gens-là peuvent collaborer d'une manière dont ils n'auraient pas pu collaborer de cette manière-là dans les espaces dans lesquels ils sont chacun à l'origine. Donc voilà, ça c'est la première recommandation, un peu, c'est l'intérêt de comprendre le champ philanthropique comme un espace complexe, dynamique, loin d'être homogène dans sa conception même de sa légitimité politique au sein d'une démocratie. Donc il y a des réponses très différentes des fondations aux questions mêmes que pose le livre qu'on a écrit. Deuxièmement, ça c'est, j'allais dire, peut-être un point de vue à la fois de chercheur, mais je pense que ça a un impact politique. Quand on pense aux grands philanthropes, il y a souvent l'idée qu'ils sont tout puissants et que si on sait ce qu'ils ont derrière la tête, on peut en déduire le sens de l'action de leur fondation ou des groupes qu'ils financent. Dis-moi ce que pense vraiment Jeff Bezos ou Bill Gates et je te dirai ce que fait sa fondation. Or, c'est rarement le cas. N'importe quelle personne qui a travaillé sur une politique publique sait bien qu'entre ce qu'a un ministre en tête quand il se réveille le matin pour transformer les écoles en France ou au Canada et ce qu'il advient réellement, il y a tout un tas d'intermédiaires, d'administrations, de syndicats, d'effets locaux très différents, d'effets inattendus. Bon, c'est exactement la même chose dans le monde de la philanthropie, entre la manière dont les fondations et les philanthropes conçoivent leurs actions et la manière dont ça se déroule, dont ça se met en place, dont ça s'approprie avec des acteurs intermédiaires, il y a la même marge de manœuvre, d'erreurs, de trajectoires absolument inimaginables. Et or, dans les travaux qu'on fait sur la philanthropie, généralement, on se contente de dire que pense ou que veut le donateur ou le philanthrope, et on peut imaginer ce qui se passe. Donc, il faut aussi travailler par le bas la mise en œuvre des politiques philanthropiques. Et je pense que c'est très important d'analyser cette mise en œuvre des politiques philanthropiques comme un processus où interviennent différentes séquences et acteurs bien au-delà de la volonté ou du rêve initial du philanthrope, parfois pour le meilleur ou pour le pire. Dernier point, quid des modalités actuelles de la philanthropie à l'âge des inégalités et d'urgence écologique. Le fait de centrer l'analyse sur ce que pense le donateur, c'est une erreur de chercheur, c'est aussi un tropisme propre à la philanthropie. C'est ce que je disais, c'est le piège de l'arbitraire qui fait que la lecture centrée sur l'intention, la volonté du donateur, son intention, ses valeurs, elle est consubstantielle à la philanthropie, elle est nichée dans cet arbitraire qui fait que c'est lui qui décide, c'est ou elle qui veut, ça part de cette impulsion, personne ne l'a obligé, il n'y a eu aucune contrainte externe à ça. Donc ça peut être un piège aussi pour le donateur, parce que son pouvoir tient à son arbitraire, à sa bonne volonté. Or, le sens du don, il n'est pas donné, ou il n'est pas donné seulement par celui qui donne. Il n'est même pas donné seulement par celui qui reçoit. Je peux très bien donner en ayant, moi, une intention particulière, par exemple, de donner en ayant... je peux être une fondation qui a une vision très partenariale, par exemple, du lien que je tisse avec les organismes que je finance et être vraiment dans une volonté d'éviter complètement le paternalisme ou le côté top-down par rapport au groupe que je finance et être sincèrement, moi, engagé dans cette démarche-là. Et ça peut être vécu complètement différemment par les groupes que je finance, notamment parce que je suis un financeur parmi 15 et que les 14 autres fonctionnent de manière complètement différente. Donc, le sens du don, il est donné par celui qui donne, mais aussi celui qui reçoit, mais il est aussi donné par la résonance qui est produite par la configuration sociétale dans laquelle il s'inscrit. Je termine là-dessus. Dans un monde où, au niveau mondial, entre 1995 et 2021, c'est le dernier rapport sur les inégalités qui est paru il y a 15 jours, sur les rapports mondiaux sur les inégalités de l'équipe de Lucas Chancel et Thomas Piketty, etc. Bon. On est dans un monde où, au niveau mondial, entre 1995 et 2021, les 1% les plus riches ont capté 38% de tout le patrimoine supplémentaire accumulé donc, depuis le début des années 90, et que 50% de la population les plus pauvres n'en ont capté que 2%. Donc, quand on est dans ce monde-là, où par exemple, il y a hier une donnée qui sortait au Québec, au niveau mondial, 2020-2021, la pandémie est l'année au XXIe siècle où la part de la richesse aux mains des milliardaires a le plus fortement cru. C'est pendant la pandémie, en 22 ans, c'est l'année où cette richesse est le plus accrue. Ou au Canada, au Québec, je vous disais, hier, je voyais une statistique, nos 10 principales fortunes, leur richesse,
a augmenté de 12 milliards pendant la pandémie. La moitié ont des fondations très importantes, qui ont fait un travail très important pendant la pandémie, d'intervention, notamment dans les quartiers très populaires à Montréal, où la pandémie a frappé beaucoup plus fort. Bon. Évidemment que ce contexte inégalitaire, il offre une résonance, il offre un écho aux dons, quel que soit le sens que donnent ces donateurs à leurs dons. Et même parfois, même si la fondation s'est autonomisée de son donateur, ça donne une résonance et un sens au don qui est un produit collectif. De la même manière, l'urgence climatique rend caduque certains sous-textes philanthropiques. Le fait qu'une fondation est éternelle, qu'on place le capital quand c'est une fondation privée sur les marchés financiers et que chaque année, on va dépenser 2-3% qu'on redistribue. Bon. Cette vision d'être là éternellement se heurte sévèrement aujourd'hui au calendrier climatique. Le fait que le placement du capital soit neutre politiquement, que ce qui compte par rapport à la mission de la fondation, c'est comment elle fait des dons, mais que la manière dont elle place son argent n'est que techniquement, on essaie de maximiser ce rendement-là. Bon, par rapport aux enjeux aujourd'hui de désinvestissement des énergies fossiles, etc., bon, tout ça bouscule complètement le fonctionnement des fondations. Donc, c'est là-dessus que je veux terminer, c'est que le sens du don, il est produit aussi collectivement. La signification qu'on donne au don, il est produit collectivement, et c'est pour ça aussi qu'il faut s'emparer de ces enjeux-là à travers notamment la lecture de ce petit livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Tu nous as proposé une conclusion sur finalement l'indétermination du sens du don qui n'est pas sans rappeler les réflexions de Claude Lefort sur l'indétermination démocratique. Il y a évidemment une incomplétude du don dès lors qu'il n'est pas restitué à son contexte social et politique. Mais merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre, s'il y a des questions, mais vraiment de précision ou de clarification d'un point qui n'aura pas été clair. Je vais peut-être laisser juste quelques secondes avant s'il n'y a pas donc, voilà, de points, mais tout était très clair et donc il n'y a pas d'obscurité, en tout cas immédiatement perceptible. Je vais donner la parole donc à Marc-Olivier Padis en le remerciant encore une fois de s'être joint à nous. Merci Nicolas pour cette invitation. Donc, pour ouvrir la discussion, moi j'ai beaucoup apprécié ce livre qui permet effectivement aujourd'hui de faire un point tout à fait précis sur le débat sur la philanthropie à un moment où le paysage de la philanthropie évolue beaucoup. Ce qu'on peut regretter, c'est que Sylvain n'ait pas écrit cette conclusion dont il vient de nous livrer les axes directeurs, parce que c'est tout à fait passionnant, mais on voit qu'il y a matière à un prochain article. Donc, comme Nicolas m'a tout à fait présenté tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de redire, mais Sylvain a fait allusion donc, à ce livre que j'avais coécrit avec Thierry Pêche, qui est aussi à Terra Nova avec moi, sur les multinationales du cœur. C'était les ONG, la politique et le marché. Bon, c'était plus sur les ONG internationales, mais j'ai retrouvé beaucoup de réflexions communes sur la question, le rapport entre l'État et la société civile, le rôle des associations, la légitimité quand on essaye de définir l'intérêt général, l'emprise éventuelle du financement sur des priorités qui sont données dans l'action humanitaire. Mais surtout, la thèse qu'on défendait dans ce livre, c'est que il y avait des interactions très fortes entre des sphères qui étaient réputées indépendantes les unes des autres, et donc un brouillage des frontières, une hybridation des mondes entre État, monde marchand, ONG ou société civile, et que finalement les terrains communs étaient plus nombreux que les lignes de démarcation entre les uns et les autres. Et je retrouve un peu ces réflexions à propos de la philanthropie aujourd'hui d'une manière générale. Et donc, ce qui m'amène aussi à intervenir aujourd'hui dans ce contexte, c'est que nous avons lancé un travail à Terra Nova sur la philanthropie avec Suzanne Gorge et Jean-Marie Bergère qui nous a rejoints justement, que nous allons publier probablement en mars et dont je vais donner quelques éléments, mais sans dévoiler l'ensemble de nos propositions qui ne sont pas complètement arrêtées, notamment avec les membres du groupe de travail. Mais disons, notre point de départ, c'était de constater
que le paysage de la philanthropie est en train de changer. Nous, on se concentre sur la France. Donc, c'est vrai que, comme l'a dit Sylvain dans l'introduction, il y a une très forte pression, disons, du contexte américain sur les réflexions françaises, ce qui ne facilite pas complètement le débat, et notamment de quelques nouveaux philanthropes, de nouveaux profils qui sont liés à des enrichissements considérables dans certains domaines, qui sont liés aussi au domaine des nouvelles technologies, qui fait qu'on a des personnages qui croient très fort au solutionnisme technologique ou à l'innovation pour répondre à des nouveaux enjeux. Un deuxième élément de contexte, c'est le fait que, en tout cas en France, l'État a fortement encouragé le développement de la philanthropie depuis une bonne dizaine d'années. On a fait référence à la loi Yagon de 2003, mais aussi celle concernant les fonds de dotation en 2008. Et donc, les chiffres sont dans le livre, mais vous les connaissez sans doute, mais on a vu un fort développement du secteur dans ce contexte-là. Aussi une plus grande visibilité publique. Sylvain avait commencé là-dessus avec Notre-Dame, avec quelques figures emblématiques comme Bill Gates ou George Soros ou Jeff Bezos, mais qui est un peu différent. Et puis, donc une plus grande visibilité, mais aussi ce qui nous a frappé, c'est une très grande dépendance du secteur de la philanthropie au dispositif central de l'incitation fiscale dans le cadre français, qui a donc été changé et qui est particulièrement favorable dans le cadre français, mais qui crée aussi une dépendance très forte du secteur et donc aussi une difficulté dans le dialogue du secteur de la philanthropie avec l'État, puisqu'il y a cette espèce d'asymétrie et de déséquilibre qui fait que c'est difficile de s'adresser à l'État alors que le développement récent de la philanthropie repose sur une disposition fiscale sur laquelle finalement l'État est souverain pour prendre ses décisions. Alors on a repéré effectivement les grands enjeux qui sont traités dans ce livre, tout le débat sur l'intérêt général, qui est évidemment très important dans la culture politique française, le débat sur les inégalités, comme Sylvain l'a souligné dans sa conclusion, avec le pouvoir aujourd'hui qu'ont acquis les super riches du fait de l'accumulation du capital, et puis la question évidemment qui nous motive aussi de savoir est-ce qu'on peut démocratiser la philanthropie, est-ce qu'on peut la retirer à quelques grands acteurs et en faire quelque chose un facteur de démocratie aujourd'hui. Alors, ce qui nous a semblé important, pour vous dire quelques mots du rapport, et je ne serai pas très long ni complet, mais c'est des indications pour ouvrir le débat à nouveau. D'abord, il nous a semblé important, c'est de sortir du débat pour ou contre, noir et blanc, comme le fait d'ailleurs aussi ce collectif dans la vie des idées, et pour voir le fonctionnement concret de la philanthropie, comment les solutions sont construites, que font les fondations philanthropiques, comment les décisions sont-elles prises, quelle est la coopération avec la puissance publique. Et ce qui nous a frappé dans notre travail préparatoire, on a fait quelques auditions avec des acteurs, c'est qu'on a le sentiment que les acteurs eux-mêmes ne parviennent pas toujours à faire comprendre leur démarche, leur rapport ou à développer. Évidemment, ils ont un plaidoyer qui est prêt, mais qui ne parvient pas toujours à rendre compte de la complexité de leur action ou même de la richesse de leur positionnement par rapport aux politiques publiques. Donc, je ne reviens pas sur les éléments de définition de ce qui permet de distinguer philanthropie du monde associatif en général. Pour se concentrer sur les nouveautés, il y a quand même beaucoup de nouveautés qui sont intervenues, pas simplement en termes de financement mobilisé, mais aussi du fait que le modèle pérenne
de la fondation est en train de reculer en faveur d'un modèle de flux, c'est-à-dire dans lequel on dépense beaucoup plus rapidement les sommes qui sont réservées pour l'action philanthropique. C'est-à-dire que le modèle classique, comme vous savez, c'était le placement dans une dotation et puis on utilisait l'argent produit par ce capital et auquel on ne touchait pas. Aujourd'hui, en fait, on observe que le monde de la philanthropie dépense plus que ce qu'il recueille annuellement. Et donc, ça veut dire que le capital est entamé et donc que les philanthropes ou les bureaux, les boards, ont la volonté, pas forcément de pérenniser le capital de façon transgénérationnelle ou sans se donner de limites temporelles, mais parfois même de façon à assumer dans un certain nombre de fonds que le capital parviendra relativement vite à s'épuiser. Et donc, qu'il est là pour être dépensé alors que les fondations classiques auxquelles Sylvain a fait référence, la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation, etc., n'étaient pas du tout sur ce montant-là. Deuxièmement, ce qui nous a semblé très important, c'est quand même donc ce que je disais tout à l'heure sur la pression de l'image américaine sur le débat français. Il faut quand même garder une échelle de grandeur en tête sur le fait qu'on ne parle quand même pas des mêmes univers. Les montants finalement mobilisés en France sont relativement faibles par rapport d'abord au monde associatif en général, par rapport au budget de l'État, par rapport à un État en France qui est quand même très actif en termes de dépenses publiques, et puis aussi par rapport aux États-Unis ou même par rapport à d'autres pays européens dans lesquels il y a beaucoup plus de fondations. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, à population à peu près égale, un peu supérieure, ont beaucoup plus de fondations philanthropiques que la France. Et donc, juste pour rappeler les montants, en 2019, les montants mobilisés par la philanthropie étaient de l'ordre de 8,5 milliards d'euros d'après France Générosité. Aux États-Unis, on parle de 450 milliards, c'est-à-dire que pour une population 7 fois supérieure, on mobilise des montants 40 fois supérieurs. Donc, on ne parle pas du même univers, et puis on n'a pas non plus en France ces très grands donateurs. Donc, c'est George Soros ou Bill et Melinda Gates, à plus forte raison, qui sont des acteurs qui, isolément, sont capables de mobiliser littéralement des milliards, alors qu'en France, la fondation la plus importante dépense de l'ordre de 15 millions par an. Je l'ai dans mes notes, mais je ne la retrouve pas, mais je crois que c'est ça, oui, 15 millions d'euros par an, si je ne me trompe pas. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, on n'est pas non plus dans les mêmes domaines d'intervention. En France, on parle surtout de dépenses qui sont consacrées à la santé et à l'action sociale. C'est les grands secteurs dans lesquels intervient la philanthropie. Et puis, simplement ensuite, et plus loin derrière, l'éducation, l'enseignement supérieur et la culture. Les modalités d'intervention ne sont pas les mêmes, la gouvernance n'est pas la même, le mode de contrôle, la construction de la décision. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même des différences significatives. Et donc, il faut ne pas se laisser entraîner dans un débat qui serait trop fortement configuré par la situation américaine. J'ai oublié, j'avais noté tout à l'heure, je voulais dire ce qui nous a aussi motivé à intervenir sur le sujet, c'est que le livre dirigé par Sylvain Lefebvre et Anne Monnier fait tout à fait le point. La bibliographie commentée est intéressante sur la production académique. Il y a aussi des essais grand public qui se sont multipliés ces dernières années, qui sont très critiques vis-à-vis du monde de la philanthropie, mais un peu approximatifs, qui en restent un peu au domaine des intentions, des grands principes, et qui manquent justement la description fine de ce que fait le monde de la philanthropie et comment il fonctionne. Alors, pour dire un dernier mot, pour ne pas être trop long, la vocation de Terra Nova, c'est de faire des propositions et nous nous orientons, donc sans m'avancer trop pour un rapport qui est en cours de finalisation, mais ce qui nous a frappé,
finalement, sur ce sujet, c'est qu'il manque en France un vrai lieu de débat public sur l'action de la philanthropie et en particulier une pensée de l'action publique, une pensée stratégique de l'État, si vous voulez, sur la philanthropie. En fait, l'État ne s'intéresse à la philanthropie du côté du ministère du Budget en raison du manque à gagner fiscal que représente la philanthropie. Et puis d'autre part, il y a l'aspect contrôle, rapport de la Cour des comptes, et puis il y a des dispositifs de contrôle des associations et des fondations philanthropiques, ce qui est tout à fait normal, mais avec évidemment un biais juridico-comptable qui ne suffit pas à développer une pensée stratégique de ce qu'on pourrait vouloir aujourd'hui en France comme rôle pour la philanthropie. Et donc, notamment toute cette complémentarité par rapport à l'État qu'a dessiné Sylvain dans sa conclusion. Effectivement, est-ce que la philanthropie est là pour prendre des risques, pour financer des expérimentations que les politiques publiques par nature ne peuvent pas prendre le risque de faire quelque chose de traitement inégal, ne serait-ce que ça, hein, d'un point de vue juridique. Et donc, est-ce qu'on pourrait s'engager dans des démarches expérimentation, évaluation, contradictoire, généralisation? Est-ce qu'on pourrait penser ces modèles de complémentarité? Et donc, finalement, tout ça manque d'une discussion construite où on en reste dans un discours un peu, finalement, à la fois de complicité et puis de contestation entre l'État et les associations philanthropiques qui ne permet pas, finalement, de rendre compte de toute la richesse de cette action et toute sa richesse potentielle aussi pour développer des actions, pour venir enrichir les conceptions des politiques publiques ou d'un certain nombre d'actions. Donc, ce sera sans doute un des points qu'on va le plus développer dans cette note, de plaider pour une réflexion plus stratégique de la puissance publique en France par rapport au monde de la philanthropie. Voilà. Un très grand merci, Marc-Olivier, et avant toi, Sylvain, pour ces éclairages. On est évidemment, enfin, je pense que beaucoup de personnes dans cette salle virtuelle sont très impatientes de lire le livre, bien sûr, si elles ne l'ont pas fait déjà, mais aussi de découvrir les propositions de Terra Nova sur la philanthropie, qui plus est à une période qui évidemment se prête, en tout cas on peut le souhaiter, à des appropriations par les candidates et candidats à l'élection présidentielle de ce sujet pour lui donner effectivement la résonance qu'il mérite. Alors, je vais passer la parole à la salle s'il y a des questions ou des remarques. J'en ai quelques-unes, mais je les garde pour plus tard. Oui, alors, donc, Axel Davzac, qui est directrice de la Fondation de France, et Florian Covelli ensuite. Bonjour, merci Nicolas. Bonjour à toutes, tous. Merci en tout cas pour ces éléments et cet éclairage. J'aurais beaucoup de questions, de remarques ou de commentaires, mais je ne vais pas monopoliser la parole. J'en ai juste une principale qui est que c'était la première partie de la conclusion qui a été faite et qui rejoint le point de Marc-Olivier Padis. Moi, il me semble que ce qui rendrait beaucoup service à la philanthropie, et ça devient l'urgence, c'est que le politique décrive, précise la place et le rôle de la philanthropie dans notre pays. Parce qu'effectivement, ce qui est très frappant, c'est que la philanthropie est appelée quand il y a une catastrophe quelque part, la philanthropie est appelée quand il y a besoin à un endroit ou à un autre. Et puis ensuite, du coup, la philanthropie est critiquée parce que très souvent, on ne vient regarder que ce qui, entre guillemets, est facile à regarder,
c'est-à-dire l'hyper-philanthropie des ultra-riches, et finalement, notre secteur n'est pas connu. Mais le premier sujet de fond, c'est que finalement, les pouvoirs publics n'ont pas défini, quels qu'ils soient, quels que soient les partis, personne ne définit jamais le rôle et la vision de la philanthropie dans notre pays, dans notre projet de société. Et donc, s'il y a une chose à faire et à construire, c'est bien celle-là, à mon sens. Merci beaucoup. Je passe la parole à Florian Covelli, donc de l'Institut français du monde associatif. Merci beaucoup et bonsoir et bravo pour l'ouvrage qui est très intéressant et pour les exposés brillants et complets. Il me semble que pour interroger pleinement la philanthropie dans son rapport à la démocratie, à l'intérêt général en France, il semblerait utile aussi de documenter davantage la relation entre philanthropie et association. La contribution de la philanthropie, par exemple, au modèle socio-économique des associations, interroge le soutien qui est apporté par les fondations à la fonction sociopolitique des associations, leur fonction d'innovation, leur fonction d'interpellation des politiques publiques. Vous avez évoqué, Sylvain, le soutien aux mouvements sociaux, par exemple. En France, c'est assez peu documenté, mais c'est peut-être un peu plus rare aussi. Mais par contre, il y a tout le soutien à la fonction publique de lien social, de proposition d'espace public des associations. Et dans cette perspective, la philanthropie n'est plus prioritairement interrogée comme un outil de privatisation de l'intérêt général, qui est un risque démocratique, mais aussi comme une source d'émancipation de la société civile des financements publics, et donc une chance pour la dynamisation de l'espace démocratique. Et il me semble que l'approche par la valeur sociétale créée, c'est-à-dire la transformation sociétale produite par le couple philanthropie-association, manque aussi à la connaissance de la philanthropie française. Et d'ailleurs, on peut peut-être interroger aussi la tension entre l'approche par la valeur et puis la question de l'impact. Voilà. En tout cas, c'est un sujet que l'Institut français du monde associatif réfléchit, pourra travailler aussi dans le cadre d'un programme de recherche qui va lancer cette année sur les modèles socio-économiques associatifs et la création de valeur. Mais j'aurais aimé vous entendre aussi sur cette question de cette articulation entre philanthropie et association. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florian. Et Lucille Manoury, je propose de prendre ces trois premières questions, il y a déjà beaucoup d'éléments, et de vous redonner la parole, Sylvain et Marc-Olivier. Ok, je vais essayer d'être aussi concise que mes prédécesseurs. Bonjour, donc Lucille Manoury. Donc moi, je suis maître de conférences associée à l'Université d'Avignon, profil sciences politiques plutôt, et j'ai travaillé pour la Fondation de France sur un programme dédié à la question des territoires, de même que je travaille aujourd'hui pour d'autres fondations qui s'intéressent à la question de l'ancrage territorial. Et d'où ma brève intervention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez de la relation entre État et fondation. Or, on sait qu'en France, on est dans des processus de décentralisation qui ont vécu plusieurs étapes. Et on sait aussi que dans la diversité philanthropique du monde des fondations, on a des fondations qui interviennent à différentes échelles. Et justement, moi, il me semble qu'il serait à creuser quand on dit finalement quel est le sens du don, qui détermine le don, n'est-ce pas aussi en relation avec celui à qui est fait le don ou d'autres acteurs qui seraient concernés par le don. Ben, je me dis que la question de la proximité ou des proximités et la question des échelles territoriales est extrêmement intéressante dans la manière de comprendre ce qu'est aujourd'hui la philanthropie en France. Dernier élément, ce que j'ai pu constater en observant ce qui se passait sur les territoires, c'est effectivement une forte méconnaissance de la philanthropie, y compris de la part d'élus ou d'autres, sur des images qui sont notamment véhiculées sur ce que Axel Daszak appelle l'hyperphilanthropie des ultra-riches, et que ça se fait au détriment de la grande diversité des fondations. Voilà. Et donc, je me disais, c'est intéressant, c'est un volet qui mériterait d'être exploré également. Merci beaucoup. Et alors, je vais profiter du passage de relais vers les intervenants pour rajouter peut-être juste un complément, parce que moi, j'avais une propre question sur cet aspect on va dire, de niveau administratif de la décision. Parce que je pense que ce n'est pas qu'une question, qui concerne les modalités de la relation
entre la philanthropie et les pouvoirs publics. C'est bien le fond de la question qui est posée. Et parce qu'on a finalement dans la place qui est faite ou pourrait être faite à la philanthropie un argument de décentralisation, ou en tout cas voilà, de pluralisation de la prise de décision et de l'organisation de la vie démocratique. Et Lucile Manoury signale à l'instant, d'ailleurs en s'appuyant sur ses propres travaux, dont certains ont pu être relayés par notre programme, des initiatives territorialisées de la part de fondations. Et ce qui est quand même tout à fait frappant, c'est que ces développements, c'est juste une remarque, et je vous laisse y rebondir si vous le souhaitez, c'est que ces initiatives territorialisées des fondations se développent dans un contexte où on a plutôt tendance à observer, en tout cas pour le cas français, une forme ou des formes de recentralisation dans tout un ensemble de domaines, que ce soit notamment dans les secteurs sanitaires et sociaux. C'est tout à fait évident que la dynamique décentralisatrice a été largement inversée au cours des dernières années. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un jeu, une forme de phénomène de balancier qu'on peut observer, analyser, sur lequel éventuellement s'appuyer? C'est une question ouverte, mais je pense que c'est juste important d'avoir à l'esprit cette interdépendance et en tout cas ces allers-retours qu'on peut observer. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut commencer à répondre à ces quelques premières interpellations. Sylvain ? Je peux commencer. Je vais essayer d'être court parce que c'est une très bonne question. Puis ça me pensait à beaucoup de choses liées à ce qui se passe au Québec. Alors, on parle beaucoup de la France. Je vais vous parler du Québec, mais ça va vous intéresser quand même. D'abord, dire, je ne l'ai pas dit quand j'ai présenté le livre, que c'est un livre, je trouve, ce qui est intéressant, c'est que ça marque la progression de la recherche sur la philanthropie aussi. C'est quelque part le renouveau de travaux sur la philanthropie, avec des travaux précurseurs, mais beaucoup d'historiens du côté français, des grands livres, notamment Christian Topalov, Duprat, Tournès, etc. Et donc là, il y a comme une deuxième génération de chercheurs. Mais je dirais qu'avec, sans vous faire rentrer dans la cuisine trop de la recherche, mais avec Nicolas, on travaille et avec des collègues à la préparation d'une prochaine table ronde sur la philanthropie à l'Association française des sciences politiques. Et on voit bien que dans les propositions même de recherche qui sont faites, on est beaucoup plus sur des choses justement chirurgicales. Et donc de travailler, notamment, il y a un papier au niveau territorial et des collaborations entre des fondations sur des enjeux de transition écologique, agriculture au niveau local. Donc la recherche même, je trouve, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur travailler sur un type de fondation particulier, travailler avec un niveau politique particulier. On sort, j'allais dire, un peu des généralités dans la recherche. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose que vous dites, ce que tu dis, Nicolas, sur ce moment de recentralisation et du rôle des fois territorial des fondations, c'est exactement le cas au Québec. En Amérique du Nord, on a le modèle des fondations communautaires qui est très important, qui est un modèle spécifique. Et les fondations communautaires en ce moment, donc, qui sont liées à un territoire particulier, par exemple la fondation du Grand Montréal, c'est des fondations un petit peu comme la Fondation de France, parapluie, c'est-à-dire qu'ils abritent des fonds ou des donateurs individuels qui ne veulent pas nécessairement créer leur fondation, mais qui veulent consacrer une partie d'un capital à une cause, et c'est administré par une fondation communautaire parce qu'ils veulent qu'à Montréal et la fondation, ça soit investi. Et les fondations communautaires en ce moment jouent un rôle de plus en plus important de coordination d'initiatives locales parce que des réseaux intermédiaires d'action publique ont été détricotés au Québec depuis 15 ans. Alors qu'on avait beaucoup de réseaux intermédiaires et territoriaux, et ça a été beaucoup recentralisé au niveau étatique. Et donc, là, il y a une place pour les fondations communautaires en ce moment, qui jouent un rôle un peu d'intermédiaire. Et aussi, par rapport aux deux premières questions qui ont été posées, au Québec, dans les années 90-2000, il y a eu vraiment un moment, notamment une fondation qui a fait des partenariats avec le gouvernement très importants. Et ça a attiré beaucoup de critiques à plusieurs niveaux sur cette fondation. Et il y avait la question de la légitimité, pourquoi une fondation peut définir des politiques publiques aussi directement et les administrer, mais aussi, elle avait une relation très, très top-down pour le coup avec les associations qu'elle finançait. On a une bonne solution, on va la mettre en œuvre partout sur le territoire de la même manière. Voilà comment on fait. Il faut faire un plan pendant 3 ans, puis après une reddition de compte, puis voilà les outils. C'était très, très, très dirigiste. Et cette fondation, en fait, a frappé un mur à un moment parce qu'une fondation, c'est comme une tête, mais ses bras, c'est les organismes qu'elle finance, quoi. Et s'il n'y a pas de coordination, à un moment, si les bras ne sont pas d'accord, ça ne suit pas. Et ça a été un des problèmes pour cette fondation.
Et troisième élément de contexte, c'est que au moment où les fondations prenaient beaucoup d'ampleur dans les années 2000 au Québec, il y a eu un tournant austéritaire du gouvernement, donc beaucoup d'austérité budgétaire. Et des fondations se sont retrouvées en fait à être l'arbre qui cache la forêt, à faire des programmes expérimentaux dans les classes, dans les écoles, à un moment où on coupait les budgets publics dans les écoles. Et c'est des fondations elles-mêmes qui ont dit, mais en fait, on est en train d'être les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'on est mis devant par le gouvernement sur voilà ce qui se fait, mais on sait qu'on est sur des choses, on est sur faire du sport de 16h à 17h avec les enfants, mais pendant ce temps-là, toute la journée, on sait que les moyens sont coupés pour les besoins de base dans les écoles. Et donc, c'est des fondations elles-mêmes qui ont repensé leur relation à l'État et les relations aux organismes financés. Et ça les a amenés. Alors, il y a un collectif des fondations contre les inégalités qui s'est créé et qui regroupe vraiment les fondations principales au Québec. Ce n'est pas du tout des fondations marginales. Et avec les fondations communautaires, d'ailleurs, qui ont pris la roue, certaines fondations familiales de très grande fortune, d'autres des fondations plus proches des mouvements sociaux, donc une grande diversité qui s'est mise ensemble et pour le coup, qui n'a pas attendu que l'État les définisse, mais qui ont dit voilà comment nous définissons notre relation à l'État et les attentes que nous avons à l'État. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat parce qu'ils ont fait un gros travail de définition de ce que nous faisons et ce que nous ne voulons pas faire et du rôle dans lequel nous ne voulons pas être cantonnés. Et ça les a amenés aussi à pousser assez loin la réflexion. Ce que vous dites, c'est que mais comment être dans un rapport égalitaire si on dépend aussi d'un mécanisme fiscal? Ils ont été assez clairs sur ce mécanisme fiscal et y compris sur les répercussions inégalitaires de ce mécanisme fiscal. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça produit, ce mécanisme fiscal, en termes d'inégalité? Donc, ils ont été assez loin dans cette introspection organisationnelle sur ce qui fait tenir la philanthropie, ce qui fait tenir les fondations et les rôles qu'ils veulent jouer ou ne veulent pas jouer par rapport à l'État. Alors voilà, je vous ai mis le lien. Vous verrez, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Et évidemment, à partir du moment où ils se sont mis à travailler non pas sur la pauvreté, mais sur les inégalités, ça les a amenés à se considérer comme faisant partie de l'équation du problème, parce qu'ils savent que comme fondation, ils sont aussi le résultat d'accroissement de certaines inégalités de patrimoine, ils en sont tout à fait conscients. Donc, comment est-ce qu'on intervient là-dessus quand on est à la fois aussi le symptôme d'une situation qui nous paraît problématique contre laquelle on veut lutter? Donc, je vous ai mis le lien parce qu'il y a un tas de… Comme on est dans un espace un peu hybride PSSP où il y a des fondations, des chercheurs, vous verrez, c'est intéressant de voir comment ils ont pris le problème qui rejoint toutes les questions dont on a parlé ici. Merci Sylvain pour cet exemple de réflexivité qui est vraiment, vraiment intéressant de la part de ces acteurs. Marc-Olivier? Oui, brièvement, sur l'ancrage territorial, effectivement, c'est une question qu'on a rencontrée. C'est intéressant. On a notamment, on s'est intéressé à la Fondation territoriale des Lumières, qui agit sur le bassin minier dans le Nord. On voit bien que c'est un territoire qui a une histoire spécifique et des besoins spécifiques. D'un autre côté, on sait que la tradition française de la politique publique, elle a une exigence d'homogénéité territoriale, donc qui a été un peu modulée, mais il y a quand même cette idée que l'égalité territoriale doit faire partie des critères d'une bonne action publique. Ce qui, en même temps, pose des questions. Et donc, par rapport à cette espèce de quadrature du cercle de l'action publique française, c'est intéressant aussi d'avoir une approche plus territorialisée de ce que peuvent apporter les fondations philanthropiques, avec aussi l'avantage de la proximité dont parlait Lucille Manoury, c'est qu'à l'échelle locale, on peut aussi associer plus étroitement les parties prenantes et notamment les bénéficiaires de dispositifs à l'élaboration des programmes eux-mêmes ou à leur évaluation ou en tout cas de la mise en débat dans le cadre des instances de décision. Et ça, c'est des choses qui se font d'ailleurs, donc c'est vraiment intéressant. Et pour répondre c'est pas vraiment une réponse, mais pour réagir à la remarque de Florian Covelli donc sur philanthropie et association, on n'a pas eu le temps de parler. Il y a quelque chose, je pense, d'intéressant du point de vue du bénévolat, puisqu'on peut avoir, par exemple, dans le mécénat de compétences, des bénévoles qui sont mis à disposition, par exemple, par des entreprises, des associations, où on est bien dans une situation de mécénat, mais qui n'est pas monétisé, enfin, même si d'un point de vue comptable, on peut le faire,
mais qui passe par l'engagement personnel. Et ça m'a frappé de voir que dans la comparaison France-États-Unis, les ménages américains donnent plus, même proportionnellement, que les ménages français, mais en revanche, le bénévolat est à peu près comparable. Et donc, il y a beaucoup de bénévolat en France. Bon, c'est aussi lié au fait que les associations ne sont pas toutes des associations d'aide aux personnes en difficulté, etc., puisqu'on compte aussi les clubs de sport, les associations musicales, des choses comme ça. Mais il n'empêche que le bénévolat est quelque chose de très important pour les associations. On n'en avait pas parlé. Je pense que dans l'interrogation qui est la nôtre sur comment démocratiser la philanthropie, le bénévolat est une question à part entière. Merci. Je crois que, alors, juste Sylvain Lefebvre, un tout petit regret. Voilà. Oui, vraiment minuscule, mais parce que ça répondait à la question de Florian Covelli. La grosse réflexion des fondations au Québec, ça a été par rapport à l'État, mais aussi le rapport par rapport aux organismes financés, par rapport au secteur qu'on appelle nous communautaire. Bon. Et un de leurs mouvements importants et leur prise de position importante, ça a été de faire des représentations auprès de l'État, déposer des mémoires, faire des prises de parole pour défendre l'autonomie, ce qu'on dirait le secteur associatif. Et ça a complètement transformé le rapport des fondations au monde associatif, en fait. Et de dire qu'il y a le rapport qu'on a dans nos financements, mais comme secteur, on s'engage dans la défense de l'autonomie du secteur associatif et de faire des représentations pour que les associations soient mieux financées, que le monde associatif soit mieux financé. Parce que aussi, moi, dans les entrevues que j'ai faites, c'est très clair. Les gens qui créent des fondations, c'est pour dire oui, c'est pas pour dire non. Et dans un contexte à la fois d'austérité et de coupure budgétaire aux associations, quand les fondations passent leur temps à dire il y en a 15 qui frappent à ma porte, je peux donner 2 financements et je sais que si je ne donne pas de financement, ça va tuer l'association, je me retrouve avec une responsabilité énorme qui n'est pas du tout celle pour laquelle j'ai créé ma fondation. Et donc, eux-mêmes, quelque part, ont intérêt à ce que ces associations aient un financement correct et quelque part l'ajout de la philanthropie soit la cerise sur le gâteau mais soit pas le gâteau. Et donc il y a toute une réflexion en interne sur le positionnement par rapport comme secteur au monde communautaire, et dans le lien que je vous ai mis, vous verrez notamment un mémoire qui a été déposé pour la reconnaissance et un meilleur financement du monde associatif. Et de plus en plus, la question qui se pose pour les fondations en ce moment, là c'est vraiment cette année, en pandémie c'est très fort, c'est les conditions de travail dans le monde associatif. Et quelle responsabilité on a comme fondation sur les conditions de travail dans le monde associatif, le financement par projet, la part de travail gratuit en fond, la comptabilité un peu secrète et discrète qu'il y a quand on dit qu'un projet, ça prend 30 000 $ ou 30 000 €, mais qu'on sait que ça ne coûte que ça parce que derrière, c'est des gens qui sont mal payés, tant de stagiaires, Et donc, la responsabilité aussi comme bailleur de fonds dans des problèmes du monde associatif. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur le site que je vous ai donné. Merci beaucoup, Sylvain. Et si Francis Charon me laisse encore 1 minute pour faire un rebond sur un point très important qu'a évoqué Marc-Olivier Padis, Francis Charon qui a demandé la parole et celles et ceux qui voudront la prendre juste après. Marc-Olivier, tu soulignais cette difficulté qu'on a dans le cadre normatif qui définit ou qui régule l'action publique en France, avec ce souci ou cette contrainte d'homogénéité selon la perspective dans laquelle on l'appréhende. Mais je dois dire que quand on sort un petit peu du cadre, on avance, y compris dans la compréhension des effets des actions et dans la confrontation au sens très positif, il n'y a rien de péjoratif, dans la confrontation de la manière dont l'État et les associations peuvent percevoir leur propre action. Et je partage juste, parce que ta réflexion m'y a fait penser, les débats très intéressants sur l'évaluation du programme Territoire zéro chômeur de longue durée, qui, comme vous le savez peut-être, a fait l'objet d'une évaluation par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances, mais aussi par une contre-évaluation associative. Et donc, ces débats sont extrêmement intéressants parce qu'on y discute vraiment pied à pied les critères qu'on doit prendre en compte pour évaluer les effets de cette expérimentation. Et c'était juste un rebond sur ta remarque, Marc-Olivier, parce que dès qu'on sort en fait de cet interdit de différencier un petit peu ou d'expérimenter, en réalité, les cultures associatives et celles de l'État peuvent entrer en discussion et éventuellement
en discussion critique, mais ça fait toujours avancer, la discussion. Et donc, pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien vers les travaux de capitalisation sur l'évaluation de ce programme. Francis Charon voulait prendre la parole. Oui, bonjour, Francis Charon. Donc, je dirige un blog qui s'appelle Chronique Philanthropique. Je suis ancien directeur de la Fondation de France. Deux, trois remarques qui nécessiteront réaction. On parle du cadre normatif français. Je pense qu'il est normatif il est normatif dans les textes parce que la France adore ça, mais il n'est pas du tout normatif et c'est probablement une des raisons qui fait que la philanthropie, il n'y a pas de vision stratégique sur la philanthropie puisque chaque ministère, chaque institution court dans son couloir et la culture ne s'intéresse pas à ce que fait la recherche, ni la science ou l'autre, les affaires sociales. Donc là, il y a une difficulté à traiter. Je crois que l'ambiguïté persistera en permanence parce qu'on a de l'argent de l'État et puis en même temps, est-ce que l'État veut lâcher son rôle de garant de l'intérêt, de gérant de l'intérêt général? On n'est pas sûr du tout. La deuxième chose qui me paraît importante, bon, il y en a un ou deux de vous l'ont dit, c'est de mettre en place une philanthropie stratégique, mais surtout faire comprendre aussi que la philanthropie, tu le sais bien Nicolas, quand on parle de philanthropie, on fonce sur le philanthrope et on parle tout de suite de gens riches. En fait, il faut parler d'acteurs de la philanthropie, ce qui nous ramène avec la dernière réflexion, c'est-à-dire ces trois piliers, les acteurs de la philanthropie, c'est les donateurs, c'est les acteurs, associations et fondations, c'est les bénévoles, et le quatrième pied, puisqu'il y en a trois, c'est les donateurs, je l'ai dit au début. Mais en tout cas, c'est un écosystème qu'il faut faire travailler en même temps. Et c'est ça qui peut faire comprendre qu'il y a des interactions pour la philanthropie. Et pour en terminer, la philanthropie est un acteur majeur du lien social, ce qui nous amène à la région, au point le plus périphérique. Et je crois que ça, c'est vraiment un ciment qui est un ciment important, ou en tout cas une action politique très importante, que d'être capable de répondre au niveau le plus microscopique, sans rentrer dans des considérations géopolitiques massives, parce qu'on peut avoir d'un côté les discussions, mais de l'autre côté, il faut savoir que ce secteur est le véritable association-fondation, acteur du lien social aujourd'hui dans des États qui n'ont plus la capacité d'agir localement. Voilà. C'est quelques remarques en vrac, hein, mais que je développe dans mon blog à fil de parution. Je vais vous mettre l'adresse de mon blog. Merci beaucoup. Il y a encore donc, Michel Tariq qui souhaitait prendre la parole et ensuite Rémi Guilhem donc, de PSSP. Donc, oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui, parfait. Je vous remercie pour cette intervention. Eh bien, j'aurais juste deux éléments de réflexion. Le premier se rapporte à un hiatus entre la recherche académique d'un côté, la recherche spécialisée telle que la sociologie du don, et puis de l'autre, ce qui se fait en pratique, le terre-à-terre. Donc, je vois qu'il y a justement un hiatus dans la mesure où la plupart des fondations ne font pas très attention à la recherche académique. Et puis, donc, ça pourrait donc enfin faire démocratiser donc, la philanthropie, puis donner des solutions plus pratiques, notamment pour ce qui est du cas français. Et le deuxième élément de réflexion se rapporte à la manière dont on pourrait justement faire démocratiser donc, la philanthropie et puis lui donner du vent en poupe. Peut-être, je pense, à un cadre théorique plus précis tel que celui des pratiques discursives, telles que décrites par Michel Foucault. Peut-être qu'on devrait donc s'intéresser à la partie cachée, donc aux pratiques discursives répréhensibles, notamment le fait de considérer que la plupart des fondations philanthropiques et dans le monde associatif adoptent une idéologie universaliste, alors qu'il devrait y avoir en fait des fondations qui, elles, en fait, optent pour de l'action locale et qui ne sont pas la bienvenue. Donc, ce serait peut-être un bon cadre théorique qui permettrait donc, a posteriori, de favoriser la philanthropie en France. Voilà. Merci beaucoup pour cette suggestion. Je donne la parole à Rémi. Bonjour à toutes et tous. Rémi Guilhem, doctorant en sociologie au CRESPA Laptop. Et du coup, je co-organise avec Nicolas les rencontres de PSSP.
j'entendais un certain nombre de vocables tels que le réseau intermédiaire d'action publique ou les acteurs intermédiaires de l'action privée. Et en fait, j'avais l'impression que ça faisait référence à ce grand champ qui est l'analyse des politiques publiques. Et je me demandais quels étaient les éléments pertinents qu'on pourrait en quelque sorte importer, alors pas simplement copier-coller, mais pour analyser l'action, enfin les politiques privées d'une certaine manière. Donc, voilà. Merci. On entend effectivement, à la fois c'était présent dans l'intervention de Sylvain, c'était encore rappelé par Francis et là à l'instant par Rémi. On a l'impression que finalement on progresse dans la compréhension de la philanthropie quand on opère une sorte de normalisation organisationnelle dans l'analyse. Ce sont des organisations presque comme les autres qui ne sont pas dictées par une volonté libre. Et comme toute organisation, il y a des contraintes, il y a des effets d'échelle. Sylvain, tu veux peut-être répondre, ou Marc-Olivier, sur telle ou telle des remarques qui ont été faites? Moi, je peux commencer très court, pour de vrai. J'arrête pas de dire que ça va être court, mais là, ça va être court pour de vrai. Signe du rapprochement entre l'analyse des politiques publiques et les enjeux philanthropiques, on m'a demandé de faire un chapitre dans une espèce de somme. Alors là, je vous demande, si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez une espèce de bouquin monstrueux sur les politiques publiques, fondements et prospectives pour l'analyse de l'action publique. Et je pense que c'est la première fois qu'un manuel de politique publique demandait d'avoir un chapitre spécifique sur les fondations. Je pourrais vous remettre la référence. Donc oui, évidemment, moi je trouve qu'il y a énormément de choses à prendre dans l'analyse des politiques publiques pour l'appliquer au monde des fondations, que ce soit l'analyse des séquences, les interactions entre les différents acteurs, l'enjeu de l'évaluation qu'indiquait Nicolas, qui est absolument central. Donc il y a énormément de choses à faire là-dessus. Juste par rapport à ce que disait Monsieur Charon sur enfin, je pense que c'était en sous-texte dans ce qu'il disait, attention à la focalisation sur les grands donateurs, ou que c'est un monde aussi où il y a les bénévoles, des fois aussi les petits donateurs, tout à fait. Néanmoins, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais nous, au Canada, par exemple, depuis 20 ans, on voit bien statistiquement le don moyen en fait, stagne. Ce qui augmente énormément, c'est le don des très grands donateurs. Et ça a des répercussions très fortes dans le fonctionnement des fondations. Par exemple, les fondations communautaires ou ce qu'on appelle les fondations publiques, fondations d'hôpitaux, fondations de musées qui font de la collecte de fonds. Ce n'est pas la même chose si vous reposez sur 5000 petits donateurs qui n'ont pas de pouvoir organisationnel en soi, ils sont 5000 à donner chacun $200, ou si vous reposez sur 3 personnes qui chacun font un très gros chèque. Donc l'autonomie des fondations dépend beaucoup de la constitution de son capital ou de ses modes de collecte de fonds. Et ça, c'est une donnée macro que nous, on voit très importante au Canada et au Québec. C'est de plus en plus, c'est des très gros dons. Il y a une croissance des très grands donateurs et ça a tout un tas de répercussions dans le fonctionnement des fondations. Donc ça, je voulais le dire parce que c'est un lien avec ce que je disais sur le côté macro des inégalités. Comment ça pèse sur le fonctionnement du monde de la philanthropie. Peut-être une réflexion, mais qui est, analyser les fondations philanthropiques comme des organisations comme les autres. Alors moi, je ne suis pas chercheur spécialiste des politiques publiques, donc je ne fais pas une remarque de méthodologie, mais il me semble que une des difficultés quand même spécifiques de ce monde, c'est de trouver le bon discours, comme on parlait de pratiques discursives tout à l'heure, pour se positionner par rapport à la puissance publique. Et il me semble que, alors que l'État, lui, d'une certaine façon, n'a pas à se positionner. C'est l'État. Et donc, il agit, il développe ses projets, ses programmes, etc. Et c'est cette grande difficulté d'un monde, et c'est vrai aussi du monde associatif, qui est en quelque sorte, dans la théorie, société civile contre l'État, mais aussi un partenaire en fait, de l'action publique. Et donc, il faut réussir à ajuster sa position et son action par rapport à cette situation complexe.
Mais moi, je pense que c'est plutôt une vertu. C'est-à-dire, ce n'est pas une difficulté pour le secteur. C'est-à-dire, le fait de devoir finalement se justifier, trouver un discours, être interlocuteur de la puissance publique, il faut le prendre comme un atout parce que du coup, on doit développer en permanence un argumentaire, des réflexions pour expliquer son action, en rendre compte. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une capacité de ce monde à rendre compte de son action, même si ce n'est pas de la reddition de comptes comme on l'entend dans le domaine politique, mais c'est quand même un point positif, je trouve, en tout cas qui devrait être vu comme un atout, même si c'est un défi pour le monde associatif et le secteur philanthropique, de devoir se positionner par rapport à l'acteur central qui est l'État. Merci beaucoup pour ces éléments. Peut-être juste un prolongement de cette réflexion et Sylvain, tu seras évidemment invité à faire le rebond québécois s'il y a matière sur cette question, mais souvent, là je m'exprime bien sûr à titre personnel, mais un des grands intérêts des notes que publie la Fondation Terra Nova, c'est d'entrer vraiment dans le détail de l'ingénierie d'action publique et donc de ne pas en rester à des principes ou à des orientations très génériques. Il faut développer, il faut réduire tel ou tel phénomène social, mais c'est d'entrer dans un petit peu précisément dans les rouages finalement du travail, pas forcément administratif, mais au moins du travail institutionnel pour essayer d'ancrer dans les endroits où c'est pertinent et bien des objectifs, des éléments d'agenda. Alors évidemment, sans te demander, Marc-Olivier, d'entrer dans le détail des considérations qui seront rendues publiques dans quelques semaines, mais une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a dans ton esprit, peut-être, voilà, c'est des réflexions partagées avec les membres du groupe de travail qui t'a accompagné sur ce sujet, c'est d'une identification ou d'un certain nombre d'idées, même encore assez générales à ce stade, sur les lieux dans l'appareil d'État, les interlocuteurs, les manières finalement de développer cette pensée stratégique, parce qu'au fond, on a connu plusieurs modèles, des agences, il y a plusieurs types d'organisations possibles. Et là, en l'occurrence, finalement, on voit que le périmètre évolue assez régulièrement. Peut-être que c'est quelque chose comme aussi une nouvelle manière d'appréhender l'action publique. Ça a été fait au moment de la politique de la ville, par exemple. C'est un chantier sur lequel la revue Esprit s'était beaucoup penchée, la capacité de l'État à devenir un État animateur dans les années 90. Peut-être que c'est plutôt ça que vous avez à l'esprit. Enfin, voilà. Est-ce qu'il est possible de nous donner une idée des mutations ou des leviers que vous avez identifiés pour ce développement de la pensée stratégique de l'État sur la philanthropie, en ayant bien entendu que tu disais que le problème était pour la philanthropie, qu'il n'était pas pour l'État, qui n'avait pas vocation, ou qui n'avait pas d'obligation, de nécessité de se positionner, ce qui n'est évidemment pas le cas du secteur en tant que tel. Et la deuxième question qui là s'adresse vraiment à vous deux, mais qui est très... c'est est-ce qu'il est... alors, la question pêche peut-être par généralité ou par... on a dit qu'il fallait les éviter, mais disons qu'on peut quand même de temps en temps essayer. C'est est-ce qu'il est possible et ou souhaitable que la question de la philanthropie soit politisée? Parce que finalement, on en entend beaucoup parler. Sylvain a évoqué les cas qui ont fait beaucoup de bruit, évidemment Notre-Dame de Paris en France, les activités de Bill Gates dans le contexte de la pandémie. On a aussi le sentiment que c'est un secteur qui est très visible au moment des catastrophes, des grandes crises. On a travaillé avec Thierry Pech sur les multinationales du cœur, donc il y a évidemment un effet d'entraînement des grandes crises humanitaires sur le secteur associatif.
Et finalement, dans la quotidienneté de l'action, dans la quotidienneté des pratiques et des organisations, est-ce que c'est souhaitable, possible que ce secteur soit approprié finalement dans le cadre du débat démocratique? On est en début 2022, la campagne électorale officielle va bientôt commencer. Et finalement, cette question du rôle de la société civile, de la manière dont elle accompagne l'État, les pouvoirs publics, ou au contraire, dont elle constitue un contrepoids, une force qui vient un peu contrebalancer cette action, n'entre pas véritablement dans les préoccupations. Alors vous me direz qu'il rentre peu de choses dans les préoccupations publiques à part la crise sanitaire, ça c'est évident, mais néanmoins on peut se demander au moins si c'est souhaitable et si oui, quelle serait la bonne manière de le faire. Et juste en Amérique du Nord, Sylvain le dira peut-être, on a vu ces questions entrer notamment dans les élections américaines, tout simplement parce que de nombreux candidats ont des fondations qui, pour une partie d'entre eux, une partie d'entre elles ont des activités politiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, la philanthropie s'invite dans l'arène électorale de manière plus directe que ce qu'on peut observer en France. Donc, la question s'adressait d'abord à Marc-Olivier. Je ne sais pas si tu as des éléments. Et encore une fois, il n'y a aucun problème. Tu as vraiment une absolue liberté de botter en touche en disant rendez-vous en mars. Nous relayerons bien évidemment la publication de Terra Nova fortement. Merci de la question. Je ne sais pas si Jean-Marie Bergère veut intervenir, s'il a une idée. Ce n'est pas complètement abouti, effectivement, de notre côté. Est-ce que c'est une conférence nationale, comme il y en a par exemple la conférence pour la petite enfance, qui permet quand même de tenir un rendez-vous régulier, quelque chose. Je suis très frappé du fait que, il y a des intervenants dans la salle qui pourront peut-être me contredire, mais en fait, du point de vue ministériel, le monde associatif est rattaché au ministère du Sport, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui est considéré en fait quand même comme comment le formuler correctement. Enfin, c'est pas central. D'être rattaché, c'est pas le bon ministère en tout cas. Donc, il n'y a pas le bon niveau, il n'y a pas le bon interlocuteur du point de vue ministériel, etc. Et en même temps, le monde associatif joue un rôle très important dans un certain nombre de domaines, justement, je sais pas, la PJJ, l'éducation, le sport, le tourisme, la culture. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout du point de vue de l'organisation générale. Et donc, c'est vrai que probablement une conférence nationale serait, en tout cas, le format aujourd'hui le plus proche de ce qui permettrait un bon dialogue, à moins d'imaginer un truc complètement différent, alors territorialisé pour le coup, c'est-à-dire de directement territorialisé, mais aussi probablement soit des systèmes de conférences au niveau départemental ou régional. Mais là, je dis ça de façon vraiment très à main levée. Et pour le dire très rapidement sur l'autre sujet, est-ce qu'il faut politiser? On voit très clairement que quand même les philanthropes se positionnent en France sur des sujets quand même très consensuels, avec beaucoup de prudence. Et ça se comprend, c'est normal, c'est quand même un moment où on a le sentiment que la société française est divisée. D'ailleurs, si vous voulez faire un livre à succès, faites un livre pour expliquer que la France part en morceaux. Vous recevez même des prix, hein, ça se vend tout seul. Donc, dans cette crainte des divisions françaises, qui est des moments où un acteur qui est repéré comme un acteur fédérateur sur des grandes causes, sur des choses qui rassemblent, qui réunissent, qui créent du consensus, ça reste quand même assez précieux. D'accord, donc on n'ajoute pas… Je peux juste ne pas respecter la règle. Axel, Pardon. Bien sûr, Axel. Pas d'accord sur le côté consensuel des causes des philanthropes. Pas d'accord parce qu'en fait,
d'expérience, on voit plein de philanthropes qui s'engagent sur des sujets très difficiles, qui soutiennent des assos, qui mènent des combats compliqués, pas consensuels du tout. En revanche, effectivement, ce ne sont pas les philanthropes qu'on entend ou qui communiquent, en fait, mais ils soutiennent beaucoup d'assos et même certains grands philanthropes américains. Il n'y a que eux qui vont à la rescousse dans certains pays aujourd'hui en Europe de l'Est pour préserver un peu la démocratie dans certains pays. Donc, ça, je suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de philanthropes courageux. Voilà. Merci. Juste peut-être, Sylvain, si tu en es d'accord, il y a une question avant de te redonner la parole. Firouza? Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. En fait, juste, je voulais aussi rebondir dans ce qui a été dit. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que dit Monsieur, en fait, parce que j'ai vu dans mon travail, j'ai travaillé sur les philanthropes, sur le grand philanthrope financière, et c'est très difficile pour certaines associations de rentrer dans leur pool, en fait. Et du coup, on voit bien que c'est vraiment, il y a consensus de grands philanthropes qui soutiennent certaines causes. Et pour certaines associations, c'est vraiment très difficile de rentrer là-bas. Donc, je suis aussi d'accord pour ça. Je voulais juste ajouter ça. Et il y a vraiment ici aussi, il faut aussi regarder les caractéristiques sociales de ces grands dirigeants, de ces grandes fondations, en fait. Parce qu'on voit à leurs propos peut-être catholiques que ça influence vraiment les choix des associations qui soutiennent. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, qu'il y a beaucoup de demandes de parole, donc si Sylvain, tu n'es pas trop frustré de garder à l'esprit les réponses aux questions précédentes pour la dernière intervention qui clôturera sans doute la table ronde. Je vais repasser la parole à Maya Spanou et ensuite à Francis Charon, et puis on vous invitera, s'il n'y a pas de demande de prise de parole de dernière minute, Sylvain et Marc-Olivier à dire le mot de la fin. Donc, Maya, de la Fondation France. Merci Nicolas. Voilà, je voulais juste rebondir très rapidement sur ce qui a été dit sur la politisation. Pour moi, il y a un vrai sujet qui est celui de se dire, voilà, est-ce que la philanthropie, Nicolas, tu demandais, doit-elle être politisée? Peut-on faire autrement, finalement? Est-ce qu'elle peut ne pas l'être? Surtout dans un contexte, comme on a évoqué, celui français, qui est justement où il y a peut-être aussi des rôles, des fonctions, un dialogue qui n'est pas tout à fait établi. On se rend compte que la philanthropie peut être instrumentalisée aussi, justement, pour mettre en évidence certains critiques, certains aspects négatifs. Or, c'est là que la question se pose. C'est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un dialogue et pour ne pas, voilà, s'il y a politisation, pour éviter que celle-ci soit instrumentalisée dans un but ou dans un autre. Juste cette remarque. Merci beaucoup. Francis? Oui, en fait, Maya m'a enlevé une partie de ce que je voulais dire. C'est impossible que ça ne soit pas politisé. D'abord, elle est politisée par l'extérieur. Regarde, tu as parlé de tous les grands donateurs qui sont cartonnés en permanence par certaines franges politiques qui considèrent que les riches sont infondés à faire ça. Ensuite, on intervient dans des politiques publiques, donc il y a des discussions. Donc, on est au cœur de la politique. Le tout, c'est de savoir comment on arrive à régler le dialogue entre l'État et ces organisations pour trouver un terrain d'entente. Mais ça restera toujours politique. Il ne faut pas être naïf. C'est un secteur qui embrasse trop de domaines, que ce soit le sport, les affaires sociales, les hôpitaux, etc. etc. Merci beaucoup pour ces éléments. Donc, je redonne la parole pour voilà, peut-être la conclusion, enfin certainement pas la conclusion de cette question, mais en tout cas le mot de la fin provisoire à nos intervenants que je remercie encore une fois très chaleureusement. Sylvain? Oui, moi je suis d'accord sur le fond qu'on ne voit pas comment ça ne peut pas ne pas être politisé. En même temps, est-ce que montre très bien l'histoire, par exemple, d'Olivier Zins, son livre sur l'histoire de la philanthropie aux États-Unis, c'est que toute l'histoire de la philanthropie aux États-Unis, c'est quand même la construction d'une frontière sans arrêt par l'État sur ce qui est de l'ordre de la philanthropie et ce qui est de l'ordre du politique. Puis au Canada, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des frontières administratives, politiques, juridiques sont mises en œuvre. Par exemple, la définition de la bienfaisance au Canada, il peut y avoir des donateurs qui veulent financer, par exemple, des choses plus non consensuelles. Et tout d'un coup, on va leur dire, mais est-ce que c'est politique ou c'est de la bienfaisance? Par exemple, nous, il y a l'accréditation, ce qu'on appelle le numéro de charité, en fait, qui fait qu'on a droit aux déductions fiscales, qui a été retiré à certains organismes en disant « Attention, ce que vous faites, ce n'est plus de la philanthropie, c'est de la politique ». On a eu un gouvernement conservateur qui était très, on va dire, climato-sceptique.
et qui a retiré le numéro de charité d'associations et de fondations qui travaillaient sur les questions environnementales en disant « ce que vous faites là, c'est politique, ça n'est pas de la bienfaisance ». Donc, ça n'est pas éligible à la philanthropie. Donc, il y a des rappels à l'ordre aussi, parfois, de l'État sur « attention, quand c'est trop politique ». Et pour une autre manière d'aborder ça, moi, j'interviens souvent auprès des fondations au Québec et au Canada sur ces enjeux-là. Et parfois, quand elles me demandent d'intervenir, c'est à usage interne par rapport à ces enjeux de politisation. Et peut-être que c'est un truc que je vous donne, là, si on est qui travaille dans des fondations autour de la table, c'est que parfois, ce sujet de la politisation, alors pas au sens parti politique, etc., mais de faire de la philanthropie un enjeu de débat public et de comprendre que le capital philanthropique est un capital commun que la société se donne, pour lequel elle donne des déductions fiscales sur des sujets qu'on dit concerner tout le monde parce que c'est intérêt général ou bienfaisant. C'est un capital collectif. C'est une manière de dépatrimonialiser, enfin de sortir ça d'une conception charitable de « c'est mon argent, donc je choisis où il va ». Et parfois, pour les gens dans les fondations qui travaillent dans les fondations, donc ce n'est pas leur capital, mais c'est des spécialistes de ce sujet-là ou de travailler sur ces politiques philanthropiques et qui se heurtent parfois à la dimension de pénible, de l'arbitraire philanthropique, à un moment de donateur qui dit « c'est mon argent, je choisis ». C'est un argument aussi de faire comprendre que oui, c'est votre argent, mais à un moment, c'est un capital collectif en tant que société. Et donc, il faut éclairer l'angle des collaborations, des interactions avec la sphère publique, de la reddition de comptes aux organismes qu'on finance, etc., etc. Et parce que ça reste quand même important, enfin, en tout cas au Canada et au Québec, pour une partie notamment des petites fondations, en fait. Cette conception très patrimoniale de c'est mon capital, c'est ma cause, donc je n'ai pas de compte à rendre, donc c'est moi qui choisis où l'argent va. Donc voilà, c'est cette dimension biface de l'arbitraire qui est à la fois le côté le plus beau parce que c'est mon choix, personne m'y oblige, et du côté le plus pénible, je n'ai pas de compte à rendre, etc. Et donc voilà, vous dire que des fois, moi, on me demande d'intervenir pour politiser la discussion à l'intérieur des organisations pour la dépatrimonialiser. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est une des spécificités des fondations, c'est que souvent on a un CA, par exemple, familial, ou avec des gens qui sont les apporteurs de capitaux, et des gens qui travaillent dans les fondations, qui, eux, sont généralement plutôt des spécialistes de la mise en œuvre de ces politiques ou d'action collective, et que ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans les fondations parfois. Alors, je pense que c'est un intérêt aussi de la politisation, de la discussion philanthropique aussi en interne. Merci à toi, Sylvain. Marc-Olivier, le mot de la fin te revient. Oui, ce ne sera pas du tout un mot de la fin, mais je pense que cette question de la professionnalisation, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est effectivement vraiment important. Et je voulais juste dire, oui, quand je dis des causes consensuelles, pour moi, ce n'était pas du tout une critique sur un manque de courage éventuellement des philanthropes. Pour moi, le fait de créer du consensus, c'est quelque chose d'éminemment positif. Et donc, il ne fallait pas du tout le prendre comme une critique ou l'idée qu'il faudrait davantage de courage de la part des financeurs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Excuse-moi, Nicolas, Nicolas et moi, les deux, on a la Covid. Alors on sait que notre cerveau met un peu de temps des fois. Sur cette question de l'apolitisme et des fois aussi de l'intérêt de l'apolitisme apparent de la philanthropie. Le cas de Warren Buffett est intéressant. C'était quelqu'un qui a financé pendant longtemps la cause en fait, de la santé reproductive des femmes et notamment de l'accès à la pilule contraceptive en passant par une action philanthropique complètement sous les radars parce qu'aux États-Unis, c'est un sujet tellement explosif et que dès qu'il y a une prise de position par rapport au pro-choix, on va avoir de l'autre côté les pro-vie et que toute politisation explicite de cette cause fait qu'il est impossible pour les administrations publiques dans un certain nombre d'États, je ne parle pas partout, un certain nombre d'États, et c'est le passage par une action très discrète, philanthropique, en sous-marin, par un certain nombre de fondations de Buffett finançant des recherches permettant d'avoir un accès moins cher à certains types de pilules contraceptives, qui fait que des grands gains politiques ont été faits sur une cause, mais justement en passant par un apolitisme et par le couloir moins éclairé de la philanthropie plutôt qu'en faire une grande cause politique. Alors des fois, stratégiquement, il faut y regarder à deux fois.
Voilà, donc les vertus de la discrétion. C'est sur cette réflexion qu'on va conclure ce débat. Je voudrais vous remercier vraiment infiniment au nom de toute l'organisation de vos analyses, de votre participation, évidemment, de vos écrits passés ou à venir. Je rappelle donc l'ouvrage dirigé par Sylvain Lefebvre et Anne Monnier, philanthrope en démocratie aux presses universitaires de France, et donc très prochainement, et en tout cas qui seront scrutés avec attention par de nombreuses personnes qui ont participé à notre discussion, la note ou le rapport que Terra Nova publiera sur la philanthropie dans quelques semaines. Donc merci infiniment à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce moment d'échange et de débat. Et nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de ces rencontres de PSSP. Très bonne soirée à toutes et tous.